Si on regarde l'histoire de la conception des chars, on a vu des chars avec 2 canons, des chars de la taille d'une maison et des chars amphibies. Mais au milieu des années 1930, l'armée britannique regarde une tranchée et pose une question qui sonne comme une blague. Et si on sautait par-dessus? Voici le char bondissant de Wallace. Ce n'était pas une blague et ce n'était pas un jouet. C'était un projet d'ingénierie sérieux mené par C. Wallace pour résoudre le problème qui hantait l'armée britannique depuis la boue de la Somme, les défenses statiques. Pendant que le reste du monde cherchait à rendre les chenilles plus larges, Wallace construisait une jambe mécanique conçue pour frapper le sol si fort qu'un char de plusieurs tonnes décollerait du sol. Dans cette vidéo, on examine les origines, la physique délirante et la vraie raison pour laquelle le char Pogo n'a jamais atteint le front. Pour comprendre le mécanisme de Wallace, il faut arrêter de le voir comme un véhicule et commencer à le voir comme un énorme marteau-pilon blindé. L'ensemble du système reposait sur un concept appelé le stockage d'énergie mécanique. Le problème auquel Wallace faisait face, c'est que le moteur des années 1930, en particulier le bloc de 40 chevaux du Carden Loyd, n'avait tout simplement pas la puissance instantanée nécessaire pour propulser 1400 kg d'acier dans les airs. Pour remédier à ça, il devait trouver un moyen d'accumuler la puissance du moteur sur plusieurs secondes, puis de la libérer en une seule explosion violente de mouvement. La pièce centrale de ce système était un énorme bras arrière articulé appelé la jambe. Ce n'était pas un simple poteau métallique, c'était une poutre en acier renforcé conçue pour supporter des milliers de kilos de pression sans se briser. À l'extrémité de cette jambe se trouvait un large pied plat. Ce pied était essentiel, parce que s'il était trop petit, la jambe enfoncerait simplement un trou dans le sol comme une aiguille, gaspillant toute l'énergie au lieu de propulser le char vers le haut. Le cerveau du saut se trouvait dans une boîte de vitesse secondaire spécialisée. Quand le conducteur approchait d'un obstacle, il actionnait un levier pour engager un lourd volant d'inertie interne. Pendant que le char avançait, le moteur faisait tourner ce volant de plus en plus vite, accumulant de l'énergie cinétique comme un jouet à ressort. Connecté à ce volant d'inertie, une série de cames, des engrenages en forme d'œuf conçus pour convertir le mouvement de rotation en un coup soudain et puissant. Quand le char atteignait le mur, le conducteur déclenchait la libération. La came pivotait, projetant violemment le bras arrière dans le sol avec suffisamment de force pour lancer tout le véhicule. Comme la jambe était à l'arrière, le char inclinait naturellement son nez vers le haut en premier, permettant à l'avant des chenilles de passer par-dessus le sommet de l'obstacle pendant que le reste de la caisse suivait en arc de cercle. Mais la physique de l'atterrissage était tout aussi complexe que le lancement. Pour éviter que le char ne bascule en arrière ou ne plonge du nez dans la boue, le coup devait être parfaitement synchronisé avec la vitesse d'avancement du char. Si le char allait trop lentement, il bondissait simplement vers le haut et retombait sur ses propres chenilles, risquant de briser la suspension. S'il allait trop vite, la force du saut faisait basculer le char. Pour gérer la violence du mouvement, Wallace a même expérimenté des cylindres qui servaient d'amortisseurs géants. Leur rôle était de rattraper la jambe après son déclenchement, l'empêchant de rebondir et de s'écraser contre le plancher du char. Tout ça pour faire défier la gravité à un bloc d'acier britannique pendant quelques secondes terrifiantes. Malgré le génie de l'ingénierie, le char bondissant de Wallace a finalement rencontré un mur qu'aucun saut ne pouvait franchir. La réalité du corps humain et l'évolution du champ de bataille. En 1937, les essais au Mechanization Experimental Establishment, le MEE, avaient dressé un tableau sombre. Si Wallace pouvait renforcer le cadre en acier du Carden Loyd avec des soudures et des renforts supplémentaires, il ne pouvait pas renforcer le squelette humain. Dans un char standard, la suspension absorbe les vibrations de la route. Dans le char de Wallace, la suspension devait absorber l'impact d'un engin de 3 tonnes tombant de plusieurs mètres de hauteur. La force de décélération, la charge en G au moment de l'atterrissage, était suffisamment élevée pour provoquer des commotions cérébrales, des contusions internes et même des compressions vertébrales chez l'équipage. Même si le char survivait au saut, le conducteur était souvent trop sonné pour continuer la mission. Ensuite, il y avait la vulnérabilité tactique. On pense souvent que la hauteur est un avantage, mais dans la guerre des chars, être visible, c'est signer son arrêt de mort. Au moment où le char de Wallace s'élançait dans les airs, il perdait toute couverture. Pendant 3 à 5 secondes, il devenait une silhouette sur fond de ciel. Au milieu des années 1930, les fusils anti-chars et les canons à haute vélocité de 40 mm devenaient standards. Un char en plein saut est une cible balistique. Il suit un arc prévisible qu'un artilleur ennemi pouvait suivre facilement. De plus, le ventre d'un char est son point le plus vulnérable.
En sautant, Wallace exposait essentiellement à l'ennemi la partie la plus fragile et la plus sensible du char. Et enfin, il y avait la concurrence. L'armée britannique a finalement réalisé que le problème des obstacles ne nécessitait pas un char volant. Il nécessitait un char plus intelligent. Cette époque a vu le développement du pont en ciseaux et des chars ARK. Ce sont des véhicules qui ne sautaient en pas. Ils transportaient un pont sur leur dos, le posaient sur la tranchée et permettaient à tout un peloton de traverser en toute sécurité. C'était une solution ennuyeuse comparée à un char bondissant, mais elle était fiable. Elle ne brisait pas le dos du conducteur et elle fonctionnait à chaque fois. Quand les nuages de la Seconde Guerre mondiale commençaient vraiment à se rassembler, le War Office en avait assez vu. Le char bondissant de Wallace était une expérience d'ingénierie extrême fascinante, mais à la lumière froide de la nécessité militaire, c'était un pogo dans un monde qui avait besoin d'un pont. Le projet a été discrètement mis au placard et le seul prototype a vraisemblablement fini à la ferraille, ne nous laissant que la légende du char qui voulait voler. Le char bondissant de Wallace est un rappel parfait que le chemin vers les engins high-tech qu'on voit aujourd'hui n'est pas une ligne droite. C'est une route pavée d'échecs étranges, merveilleux et parfois aériens. Les règles de la guerre des chars n'étaient pas encore gravées dans le marbre. Avant qu'on se fixe sur la formule standard des lourdes chenilles et du blindage épais, il y avait une brève et chaotique fenêtre où les ingénieurs croyaient sincèrement qu'un char devrait se comporter plus comme une sauterelle que comme un bulldozer. Finalement, le projet s'est effondré parce que la physique et la biologie ont simplement refusé de coopérer. Peu importe la quantité d'acier que Wallace ajoutait au châssis, il ne pouvait pas protéger la colonne vertébrale de l'équipage des forces en jet brutal de l'atterrissage. Ajoutez à ça le fait qu'un char en plein saut était une cible facile pour les canonniers anti-chars et le War Office avait assez vu. À la fin des années 1930, l'armée britannique a officiellement abandonné le projet au profit de solutions plus pratiques comme les poseurs de pont. Si vous espérez voir ce pogo mécanique de vos propres yeux aujourd'hui, vous allez être déçus. Contrairement à beaucoup d'autres curiosités expérimentales de l'époque, le prototype de Wallace n'a pas fini dans un musée. Il a vraisemblablement été mis à la ferraille peu après la fin des essais, ne nous laissant rien d'autre que quelques photos granuleuses et un légendaire « et si » dans les archives de l'histoire militaire.